Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce soir pour un nouveau regard croisé, une nouvelle formule mais toujours un même objectif, voir l'actualité sous un autre angle. Ce soir, nous parlons des implantations en Judée-Samarie ou Cisjordanie. Elles sont pointées du doigt à l'étranger, mais aujourd'hui, dans cette édition, ce n'est pas la question. Ces localités provoquent le débat au sein même de la société israélienne. C'est que la question est complexe et les avis ne sont pas forcément tranchés. Bien sûr, il y a ceux qui militent pour le grand Israël, de la mer au Jourdain, sur les écrits de la Bible, et il y a ceux qui sont résolument contre toute installation israélienne et qui donneraient tout le territoire aux Palestiniens. Mais la majorité a des points de vue et des arguments plus nuancés. Il y a ceux qui sont favorables aux grands blocs d'implantation, comme Ariel ou Ma'ale Adumim, qui se trouvent sur la ligne de séparation de 1967, mais contre les plus petites localités, même légales au regard de la loi israélienne. Et puis il y a ceux qui sont pour les implantations légales, mais contre les avant-postes illégaux, ceux qui estiment qu'il faut partager en deux et procéder à un échange de population. Il y a ceux pour qui les implantations sont une évidence stratégique, une présence nécessaire, une profondeur sécuritaire, une manière de prévenir plutôt que de subir. Et puis ceux pour qui, au contraire, il s'agit d'un véritable danger sécuritaire alors que l'armée manque déjà cruellement d'effectifs. Alors les implantations renforcent-elles la sécurité d'Israël ou contribuent-elles au contraire à créer de nouvelles vulnérabilités? Elles sont en tout cas au cœur de la politique de tout gouvernement israélien. Et ce débat justement se joue aujourd'hui très concrètement sur le terrain. Derrière les mots, il y a des décisions et parfois des retours en arrière qui disent beaucoup du présent. Ganim est une implantation en Samarie, démantelée il y a 21 ans sous le gouvernement Sharon. Elle reprendra vie en juillet prochain, un sujet signé Chani Guidalia. Après Homesh et Sanour, la localité de Ganim, dans le nord de la Samarie, reprendra vie cet été. Pour comprendre la particularité de ces localités, un retour en arrière s'impose. En 2005, sous l'impulsion du Premier ministre Ariel Sharon, Israël adopte la loi sur le désengagement. Objectif, se retirer unilatéralement de la bande de Gaza, mais aussi de 4 implantations en Judée-Samarie Cisjordanie. Ganim, Kadim, Homesh et Sanour. 67 pour, 45 contre et 7 abstentions. Résultat, des milliers d'habitants évacués, des maisons détruites et une interdiction stricte de retour pour les Israéliens. 21 ans plus tard, le mouvement s'inverse. Un noyau de familles religieuses issues de l'organisation Bnei David se prépare à s'installer dès cet été à Ganim, une 3e localité en voie de réactivation après Homesh et Sanour. À Homesh, la présence n'a jamais totalement disparu. Une école talmudique maintenue malgré les évacuations et la localité est devenue un point de friction récurrent avec l'armée israélienne et les Palestiniens voisins. À Sanour, en revanche, le retour est plus récent. Le président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, lui-même évacué de Sanour en 2005, fait partie des 16 familles revenues s'y installer. Il y a rétabli l'électricité aux côtés des ouvriers qui avaient procédé à sa coupure lors de l'expulsion. Le retour à Ganim a été approuvé par le cabinet en décembre 2025 à la suite d'une décision portée par le ministre des Finances Bezalel Smotrich et le ministre de la Défense Israël Katz. Sur le terrain, les responsables des implantations veulent multiplier les points d'ancrage afin d'inscrire durablement ces territoires dans la réalité israélienne. Et en toile de fond, une échéance politique, les élections législatives d'octobre. Ce qui existait dans le nord de la Samarie ne reviendra pas tel quel. Nous travaillons pour qu'il y ait 20 fois plus de citoyens en Samarie. Pas comme une métaphore, mais concrètement. Homesh 2, Sanour, et avec l'aide de Dieu, une implantation sera rétablie cet été, ici à Ganim et à Kadim. Alors, stratégie sécuritaire ou projet idéologique ? À l'origine, le désengagement de 2005 visait justement à réduire les frictions avec la population palestinienne et à alléger le fardeau sécuritaire pour l'armée israélienne. Pour les partisans du mouvement, ces implantations répondent donc à une logique de sécurité, assurer une présence permanente dans des zones sensibles et créer une continuité territoriale israélienne. Mais pour les détracteurs du mouvement, il s'agit avant tout d'un projet politique. Ancrer une présence irréversible en Cisjordanie et compliquer toute perspective d'État palestinien. Sur le terrain, la réalité est plus complexe. Près de 500 000 Israéliens vivent aujourd'hui en Judée-Samarie, répartis dans plus de 150 localités, aux côtés de plusieurs millions de Palestiniens. Chaque nouvelle implantation rebat les cartes, sécuritaires, mais aussi démographiques et diplomatiques. 21 ans après le désengagement, le gouvernement israélien semble engagé dans un mouvement inverse. Reste à savoir s'il s'agit d'un ajustement sécuritaire ou d'un tournant idéologique durable. Allez, il est temps d'accueillir l'invité de la semaine.
Et avec moi, Philippe Koskas. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Avocat au barreau d'Israël. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec nous également, Chani Guidalia qui a signé ce sujet. Bonsoir Chani. Bonsoir Mireille. Alors Philippe, pour être très transparent avec nos téléspectateurs, vous n'habitez pas une implantation en Samarie, en Cisjordanie. D'ailleurs, vous connaissez bien ce territoire. Oui. Ça, c'est une première chose. Mais avant ça, est-ce que vous dites Judée-Samarie ou Cisjordanie en français ? Pour moi, c'est indifférent, parce que c'est pas vraiment la vraie problématique. Je ne veux pas m'attacher à la sémantique. Alors, c'est clair que les gens qui veulent habiter dans les 10 territoires, on appelle ça Judée-Samarie, Cisjordanie, c'est pas très important. C'est ce qui est important, en fait, et vous l'avez bien montré dans votre reportage. J'allais dire, c'est une patate chaude que des gouvernements israéliens, depuis 60 ans, n'arrivent pas à régler. Et c'est ça la vraie problématique. À partir du moment où il n'y a pas une politique claire, alors il y a des bégaiements et on est en train d'assister à des bégaiements. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça que il y a en fait deux problématiques idéologiques. Un, c'est l'annexion. Alors pourquoi les gens et pourquoi les gouvernements de gauche comme de droite depuis 50 ans n'ont pas fait l'annexion de ces territoires ? J'allais dire, c'est justement pour pas réaliser le rêve de Rima Hassan, d'adopter en même temps les 500 000 personnes qui habitent, les Juifs qui habitent dans ces territoires, d'une part, mais d'autre part, prendre également 3 millions d'Arabes. Et donc, ça ferait automatiquement, Israël deviendrait un État binational. Et donc, le problème... Ou un État d'apartheid. Ou un État d'apartheid. Où les Palestiniens n'auraient pas les mêmes droits que les Israéliens. Et en fait, c'est la vraie problématique de ce qu'on appelle les implantations, les gros groupes d'implantation, c'est qu'il n'y a pas eu réellement une politique définie par tous les gouvernements successifs, une politique claire. Alors on l'a utilisé. En 2018, par exemple, Benjamin Netanyahou avait fait comme promesse électorale « je vais annexer ». Il l'a pas fait. Il a d'ailleurs menacé la France, la Grande-Bretagne et l'Arabie Saoudite que s'il reconnaissait l'État palestinien, qu'il allait le faire. Mais il l'a pas fait. Donc si vous voulez, on arrive à une situation où il existe... je dis même pas des implantations, j'allais dire des points de présence, parce que là on parle de 4 implantations, enfin entre guillemets, ce sont des points de présence. Romesh, avec une yeshiva, il va avoir une dizaine de familles, des points de présence qui sont en fait, est-ce que ça, et c'est le débat peut-être sur lequel on va ouvrir, parce que moi j'ai voulu faire une présentation un petit peu générale, et est-ce que ça vaut le coup, j'allais dire. Et je fais le coup COUP ou COUT ? Non, c'est COUP. Parce que ça a un coût aussi, on va peut-être en parler. Oui, mais justement, ça fait partie des arguments. Et je fais abstraction complètement des pressions internationales. Je crois que, et j'en parlerai un peu plus tard, je crois que depuis le 7 octobre, une personne qui pense après le 7 octobre comme il a pensé après le 7 octobre, il n'est pas dans les lignes. Je crois que j'allais dire, les lignes de pensée, nos trames de pensée doivent être complètement différentes. Et ce qu'il faut gérer d'autant plus que j'allais dire, depuis le 7 octobre, le projet sioniste en lui-même, c'est-à-dire l'État d'Israël, est mis en cause. Et il faut savoir, quand un corps est mis en cause, où on met nos capacités, où on met nos forces. Et en fait, je pense que c'est vraiment la plus grande question, plutôt que la question idéologique. Est-ce que la Cisjordanie nous appartient ? Est-ce que la Judée-Samarie nous appartient ? C'est moins important. Alors, Philippe, vous êtes avocat aussi, vous connaissez évidemment bien le droit israélien. Il y a aussi cette différence entre les implantations dites légales. Alors évidemment, au point de vue du droit international, elles sont illégales, peu importe, on parle du droit israélien. Pour Israël, certaines implantations sont légales, c'est-à-dire qu'elles ont le droit d'être là. Elles sont d'ailleurs connectées à l'eau potable, à l'électricité, etc., etc. Et puis il y a les illégales, les avant-postes, des implantations, des installations, des points de présence, comme vous les appelez. Et d'ailleurs, ces points-là sont plus nombreux que les implantations légales. Comment est-ce qu'on explique qu'il y ait cette différence entre les implantations légales et les illégales ? Pourquoi Israël finalement laisse faire ? Laisse faire parce qu'il y a un laxisme, tout simplement. Il y a un laxisme, il se passe souvent en Judée-Samarie, il y a un manque de contrôle. Selon les gouvernements, d'ailleurs, le laxisme a été plus ou moins grand. Alors à ce moment-là, c'est politique. C'est clair que ces dernières années, sous la huette de Benjamin Netanyahou, avec une coalition qui est tenue par justement des représentants de ces implantations, on est beaucoup plus laxiste
que ce qu'on était il y a 20 ans, comme vous l'avez soulevé dans votre reportage, du temps d'Ariel Sharon, lorsque le gouvernement était beaucoup plus centré. Donc il y a un laxisme, on laisse les faits se faire, et les faits se font. Il faut voir que ça coûte, ça nous coûte, et ça, quand je vous le dis au niveau militaire, vous l'avez bien soulevé. Évidemment, il n'y a pas de commission d'enquête sur le 7 octobre, hein, j'en ai déjà parlé, mais on raconte que beaucoup de divisions, qui étaient des divisions de renfort sur la bande de Gaza, ont été rapatriés en Cisjordanie pour assurer justement les fêtes de Soukhot en sécurité, ce qui a trouvé qu'on s'est trouvé en manque d'effectifs à Gaza. On n'est pas là pour faire l'enquête, hein, qui n'a pas été faite encore, mais pour vous montrer qu'en fait les objectifs de l'armée sont limités et que ces points de présence, un point de présence de 10 familles, ça nécessite des fois des bataillons entiers pour les défendre. Et c'est un vrai problème au niveau sécurité. Et surtout qu'on voit après presque 3 ans de guerre qu'il manque des effectifs au sein de l'armée israélienne. Chani, vous êtes un peu notre poil à gratter. Vous avez une petite question pour Philippe. Exactement. Vous dites qu'il y a un laxisme qui est plus ou moins grand, qu'il n'y a pas forcément de politique claire concernant les implantations, mais au regard de la loi internationale, ces territoires, eh bien, ils n'ont jamais été attribués à personne. Ce sont plus des territoires, on va dire, disputés. Et pourtant, il y a beaucoup qui parlent de territoires palestiniens occupés. C'est quoi votre avis là-dessus ? Écoutez, je vais vous dire... Le droit international, on lui fait dire ce qu'on veut y dire. Et je vais vous donner un exemple. Il y a une décision de la Cour internationale de justice, qui est d'ailleurs sans précédent, hein, de 1921, qui disent que le territoire... Il crée un État, en fait. Dans le cadre d'une décision judiciaire, on crée un État palestinien. Jérusalem-Est, la Cisjordanie et Gaza. Comme ça, au cours de 3 audiences qui ont été faites. Donc, si vous voulez, le problème... À qui appartiennent ces territoires ? Ils appartiennent originellement à la Jordanie. Puis le roi de Jordanie a dit moi je renonce à ce territoire. Alors à qui il appartient ? Puisqu'en fait l'État de Palestine en lui-même, en fait en dehors du fait que c'est de la population, je ne parle pas de la population, donc je parle au niveau juridique. Est-ce qu'il y a un État de Palestine ? La réponse elle est non. C'est-à-dire elle a été reconnue par l'ONU, mais il n'y a eu aucune souveraineté qui a été reconnue malgré cette ligne de 67 qui fait énormément débat et polémique. Il n'y a eu aucune souveraineté qui a été reconnue. Absolument. Alors donc c'est pour ça que je voudrais faire fi du débat pour l'instant, de la grande question, mais je vous dis c'était nos grilles de lecture avant le 7 octobre. Le droit international, est-ce qu'on a un droit ? Est-ce que nos ancêtres habitaient là-bas ? Alors justement, l'un des arguments de ceux qui habitent et qui appellent les Juifs et les Israéliens à s'installer sur ce territoire disputé, hein, disons-le, hein, Chani l'a très bien rappelé, affirme que justement ils sont en fait l'avant-poste qui défend Israël, qui protège la majorité de la population civile, que si eux n'étaient pas là, il n'y aurait pas l'armée et que donc il y aurait un Gaza 2. Vous leur répondez quoi ? La preuve que non. Il y a des gros blocs d'implantation. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On n'a pas peut-être une carte sous les yeux, mais ce territoire, donc, il n'a pas bénéficié d'une politique générale, donc il n'y a pas une frontière générale. C'est dentelé, complètement dentelé. C'est-à-dire qu'il se trouve que, par exemple, vous avez parlé de Homesh. Homesh se trouve à 5 km de Shavé-Shomron. Shavé-Shomron qui est quand même une ville, c'est quelque chose d'assez important. Mais vous allez voir, à 5 km de là, vous allez devoir réaffecter des effectifs militaires. C'est-à-dire, quand on parle d'une présence militaire, c'est une présence 24 heures sur 24, avec des soldats de contingent, des soldats de Milouim, qui viennent assurer une sécurité. Et puis au total, est-ce que ça vaut le coup d'avoir sur ce point-là, on n'est plus à l'époque, j'allais dire, de la création d'Israël, où pour délimiter la frontière de l'État, on construisait une tour, j'allais dire, une barrière, une tour. On parlait de ça, Trauma au Migdal. On n'est plus du tout dans cette époque-là. Moi je ne crois pas qu'aujourd'hui, je suis pas un militaire de formation, il se trouve que j'ai servi en tant que militaire de service dans ces régions-là. Je connais très bien Shavé-Shomron, parce que je crois qu'une personne de Shavé-Shomron va venir, parce que j'ai fait mes classes là-bas. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, à partir du moment où on n'a pas une frontière définie, claire, à défendre, on est en train on dispatche en fait toutes nos forces au niveau militaire. Il y a un autre point de vue, hein, c'est un autre point, c'est le point économique. Est-ce qu'on peut se permettre justement des budgets là-dessus ? Je vous donne un exemple. La dernière commission d'enquête de la Knesset, au mois d'avril 26, a dit que il y a 20% des budgets qui étaient affectés dans le nord du pays pour la construction d'abris qui sont fondamentaux. On le sait très bien qu'il y a une population dans le nord du pays, je parle d'abris entre le kilomètre 0 et le 5e kilomètre. Il y a 20% des budgets qui ont été limités. Alors que dans ces fameux territoires, on parle de budgets de 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards.
Donc, si vous voulez, on a et un message complètement catastrophique par rapport aux gens qui habitent dans ces régions nord. Alors jusqu'ici, nous n'avons entendu que vos arguments, hein, Philippe Koskas, et vous le disiez, on va être rejoint par quelqu'un d'autre. Nous allons confronter ces idées à un autre point de vue, c'est le duel. Et nous sommes en ligne avec Albert Nakache. Bonsoir. Bonne journée. Chez nous, c'est le matin, c'est l'après-midi. Alors, nous sommes le soir, puisque ce sera diffusé ce soir. Bonsoir, Albert Nakache. Vous habitez à Chave-Chomron, justement, Philippe Koskas nous en parlait, dans le nord de la Samarie, en contrebas de Homesh, l'une des implantations qui a été démantelée en 2005 et qui est en cours de reprendre vie. Première question simple a priori, pourquoi avoir fait le choix de vivre en Samarie au-delà de la ligne de démarcation ? Premièrement, c'est mon pays et j'ai le droit d'habiter où je veux. C'est aussi l'éducation de mes enfants qu'ils ont choisi notre idée idéologique Israël. C'est la grande Israël. Et puis, c'est la base de tout. Après, on peut discuter pourquoi on nous a renvoyés et pas renvoyés. Mais si j'ai décidé d'habiter ici avec ma femme, qu'on était jeune couple avec un enfant, c'est qu'on s'est trouvé dans notre milieu. C'est pas que les autres endroits, Jérusalem où on était avant, c'était pas un bon milieu. On a préféré consolider, soutenir cette idée de la grande Israël, qu'Israël nous appartient. D'accord, on a été vidé, on a été jeté d'ici, on a subi l'Holocauste, le pogrom, l'Inquisition. Maintenant qu'on revient chez nous, personne ne peut nous dire qu'on n'est pas chez nous. C'est marqué dans la Bible, c'est marqué dans tous les écrits, même les Ottomans, même les Anglais, même tout le monde dit que c'est notre pays. Alors, c'est légitime. Justement, vous dites c'est notre pays, c'est légitime, je m'installe où je veux, mais même l'État d'Israël ne reconnaît pas la souveraineté dans certains de ses territoires, dans certaines de ses implantations. Alors évidemment, on sait que Chave-Chomron est une implantation tout à fait légale hein, au regard du droit israélien, c'est pas la question. En tout cas, le territoire en lui-même, la Judée-Samarie, n'est même pas vu dans le droit de la même manière que le reste de l'État d'Israël. Vous pensez quoi de cela ? Oui, même le peuple d'Israël n'était pas reconnu comme un peuple légitime à vivre et à survivre. Et c'est pour ça qu'il a reçu tout ce qu'il a reçu sur la tête depuis l'histoire du peuple, la création du peuple d'Israël. Maintenant qu'on est ici, on va remettre un peu d'ordre dans les histoires. C'est notre prix. Personne ne nous dira, même la gauche, que j'aime beaucoup, et ils ont des idées bien. Mais en général, ils sont plutôt attirés par le monde, comment faire plaisir au monde entier, comment leur sourire. Mais ils sont prêts même à nous évacuer de force, comme ils ont fait pour les accords de Oslo. Ah. Nous avons perdu... Ils ont fait pour tous les accords. Gush Katif, Sfona Shomron. Ça, c'était rien pour leur faire plaisir. Alors, vous restez avec nous, Albert Nakache. Vous avez entendu les arguments de Albert Nakache, Philippe. Vous lui répondez quoi ? Moi, je crois que d'abord, premièrement, on en a parlé un petit peu. Je veux dire bonjour à Albert déjà, et je voulais dire que mon point, moi, je ne suis pas du tout sur l'histoire de. Voyons les droits. On peut avoir un droit sur la terre. Enfin, moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça s'appelle un droit sur la terre, mais on peut avoir un droit sur la terre sans forcément l'exercer. Vous savez qu'en droit, il y a ce qu'on appelle une théorie qui s'appelle l'abus de droit. C'est-à-dire, le problème, c'est de savoir qu'il faut être suffisamment intelligent pour savoir quand est-ce qu'on exerce son droit et est-ce qu'on a la capacité d'exercer ce droit-là. Et c'est pas pour rien. Hein, des gouvernements d'ailleurs de droite et de gauche ont décidé ensemble de laisser ce statut complètement flou à la Judée-Samarie. C'est pas pour rien. Maintenant, en effet, moi je fais vraiment une différence entre. Il y a des grosses implantations, dites implantations. Je vous parle par exemple de Malé Adoumim, qui est vraiment qui joint Jérusalem. De manière d'ailleurs paradoxale, quand Avigdor Lieberman il y a 2 ans a voulu faire rentrer Malé Adoumim, comme on l'a fait pour le Golan d'ailleurs, dans le territoire israélien, c'est Benjamin Netanyahou qui s'y est opposé. Donc si vous voulez, pour vous montrer que la lecture, les codes de lecture ne sont pas aussi simples que ça, moi je peux tout à fait comprendre Albert, il a décidé de réaliser son idéal, mais je crois qu'il faut maintenant, aujourd'hui, essayer de voir, on est dans une société israélienne qui est blessée, qui est meurtrie, qui est divisée. Et je crois qu'il faudrait essayer de concentrer nos énergies justement
sur l'unification, sur les consensus. Pourquoi ? Parce qu'on a bien vu, on a connu 3 ans de division. Je vous parle pas de 3 ans, c'est une année avant le 7 octobre et depuis le 7 octobre. Et si on continue à travailler sur les mêmes patterns idéologiques, c'est à moi, donc je vais jusqu'au bout, et ça ne marchera pas. C'est, comme vous l'avez dit, ces nouvelles implantations de Romesh n'ont pas vraiment, ou les 4 n'ont pas vraiment un intérêt stratégique pour le pays, un intérêt économique énorme, dans le sens où c'est des coûts, c'est des infrastructures civiles, c'est des routes, c'est de l'armée, alors que le pays en lui-même n'a pas donné suffisamment de budget pour abriter ses propres populations qui se trouvent en Galilée. Donc, si vous voulez, c'est un problème, j'allais dire, de préférence. Et je trouve que c'est relativement scandaleux que, d'un côté, on va octroyer des budgets qui sont complètement faramineux pour une région qui n'a pas été déclarée comme Israël d'une part, mais qu'on ne défend pas nos populations du Nord d'autre part. Alors, Albert Nakache, vous êtes toujours avec nous, vous entendez Maître Philippe Koskas qui parle du coût que cela engendre pour le reste du pays. D'un point de vue stratégique, on voit que la Judée-Samarie n'est pas très peuplée, en tout cas pas pour l'instant. Il y a le coût économique, mais il y a le coût sécuritaire aussi, avec des milliers de soldats qui doivent être déployés dans cette région pour assurer la sécurité de ses habitants. Vous en pensez quoi ? Alors moi, quand je suis arrivé à Chavez-Chamon en l'an 2000, je rentrais à Shrem, je faisais mes courses, le divertissement. Il y avait une jeep, 2 jeeps, il n'y avait pas beaucoup d'Israéliens qui nous protégeaient. Du moment qu'on a fait les accords de territoire C, territoire B, territoire E, ça a été la catastrophe. C'est la même chose pour Gush Katif. Il y avait des gens là-bas, il y avait des pigouins, il y avait tout, mais on était là-bas et Israël était là-bas. Quand on a quitté, on a dit les gauchistes, les mecs de gauche, ils ont dit les pauvres, donnez-leur la vie, donnez-leur... Les premiers qui ont été atteints, c'est ces gens-là qui les ont protégés de Otef-Haza. Tout ce qui est Otef-Haza, c'est eux qui ont reçu une grande claque par leurs frères, soi-disant leurs frères, qui étaient contre nous. Quand on nous a dégagés de Gush Katif, mes enfants, ils étaient là-bas. Ils se sont battus pour pas qu'on les dégage. Ils étaient gosses, ok ? Même à Romesh, ils étaient gosses. On s'est battus et on leur a dit, ça va nous revenir en boomerang, toute cette histoire. Toute cette histoire va nous revenir sur la gueule, ça va nous faire mal, tout ça. Non, on veut la paix, on veut la paix. Quelle paix ? Regardez maintenant qu'est-ce qui s'est passé autour de Haza. Ils sont rentrés, ils ont violé, ils ont détruit. On a fait rentrer l'armée, on a eu des morts, on a eu des... Le monde entier a été bouleversé par cette histoire. Si on aurait été là-bas, on aurait eu un mort de temps en temps. C'est malheureux, c'est un mort, ça fait la peine. Mais c'est des sacrifices que pour protéger. Comme vous dites, en Judée-Samarie, on est à 2,5 millions. Ça commence, ça fait recommencer. Et on paie nos impôts, on a le droit d'avoir une sécurité. Maître Koskas, entre parenthèses, la plupart des civils ici, ils font des millions. Ils font des millions et des volontariats. Merci beaucoup. Merci à Albert Nakache d'avoir accordé ces quelques minutes. Malheureusement, c'est la dictature de la montre. Juste un mot, Philippe, merci beaucoup. Un mot rapidement. Je voudrais juste répondre parce qu'il se trouve que par hasard, je connais ces 2 régions. Je connais Chavez-Chamon parce que moi, j'ai fait mes classes là-bas, donc je connais très bien la région. Je l'ai fait même avant que M. Nakache y était, parce que j'étais dans la fin des années 90. Et c'était pas du tout sûr, c'était pas du tout sécure de se promener à Naplouse. Et même chose pour Gush Katif. Il se trouvait que moi, j'ai servi 2 fois à Gaza. Et un ami personnel à moi a été tué là-bas. Et c'était pas du tout non plus, il faut pas non plus idéaliser le passé. C'est-à-dire que le temps où Israël contrôlait ces régions-là, c'était loin d'être sûr. Et puis il y avait un plan d'Ariel Sharon qui n'a pas abouti puisqu'il a eu son AVC et que ça n'a pas été poursuivi, mais ce sera pour une autre émission. Avant de marquer une pause et de vous remercier, Philippe, je vais vous proposer un petit quiz rapide, c'est le pour ou contre. Voilà, je vais vous poser un maximum de questions. En 1 minute, vous allez devoir répondre pour ou contre sans argumenter, bien évidemment. C'est parti. Pour ou contre l'interdiction de la vaisselle jetable ? Contre. Pour ou contre les machines à snack dans les écoles ? Contre. Pour ou contre l'installation de casinos en Israël ? Pour. Pour ou contre les plages pour femmes et hommes séparés ? Si c'est également pour. Pour ou contre l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans ? Pour. Pour ou contre la conscription obligatoire des ultra-orthodoxes ? Pour. Pour ou contre la pizza à l'ananas ?
Contre. Pour ou contre le télétravail? Contre. Pour ou contre les groupes de parents WhatsApp? Contre. Pour ou contre les groupes de collègues WhatsApp? Pour. Pour ou contre des sanctions financières pour les parents d'enfants violents? Pour. Pour ou contre les toilettes non genrées dans les lieux publics? Contre. Pour ou contre les transports publics le Shabbat? Pour. Pour ou contre l'interdiction des téléphones portables à l'école? Ah, pour. Pour ou contre le scrutin proportionnel comme c'est le cas en Israël? Contre. Pour ou contre l'argent de poche pour les bonnes notes à l'école? Pour. Pour ou contre la vaccination obligatoire pour tous les employés? Pour. Voilà. Vous avez vu, alors vous avez hésité sur certains, Ah oui. mais c'est pas toujours facile. Merci à vous, Philippe Koskas, d'avoir joué le jeu. Chani, vous restez bien évidemment encore avec nous. On marque une courte pause, on se retrouve juste après pour la suite de Regards croisés. Nous reviendrons sur ce qui a fait la une sur les réseaux sociaux ces derniers jours et notamment ce TikToker déguisé en grand rabbin séfarade d'Israël à la cérémonie de Yom Ha'atzmaut, la fête de l'indépendance de l'État d'Israël, tellement bien déguisé que les participants lui ont demandé de les bénir. Restez avec nous. להשאיר חותם. מה זה אומר? כן, כן. להיות מפורסם. עוד מישהו? להאיר לעולם את הדרך. מתחממים. להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי. יוריקה! אתה. להגיע הכי רחוק שאפשר. למתוח את הגבולות האנושיים. זה להשאיר חותם. מתחילים? יש הרבה דרכים להשאיר חותם. רובן מתחילות בטכניון. Leave a mark. L'État d'Israël annonce l'année Odioter Tov. 0% d'impôt sur le revenu pour les nouveaux Olim. Vous avez bien lu, 0% d'impôt sur le revenu pour les nouveaux Olim. Pour tous ceux qui feront leur Aliyah en 2026. En plus des avantages existants pour les nouveaux Olim en matière d'emploi et en général. C'est simplement Odioter Tov. 100% sionisme, 0% d'impôt sur le revenu. Maintenant, c'est le moment de faire son Aliyah. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site Ofek Israeli. Chaque être humain porte en lui les talents que Dieu lui a donnés et mérite d'être vu et écouté comme tel. Chez Optical Center, bien voir c'est privilégier ce qui nous unit. Et bien entendre nous amène à bien nous entendre pour construire des relations de confiance. Ensemble, continuons à bâtir une humanité plus solidaire, capable chaque jour de voir le beau et d'entendre le bien en chacun. Certains achètent un bien, nous détectons les opportunités. David Jami Group, l'expérience au service de ceux qui veulent investir autrement. Aujourd'hui, une opportunité exceptionnelle s'ouvre pour vous en Israël, en particulier à Ranana, Tel Aviv et Netanya, où nous avons signé des accords exclusifs avec les plus grands promoteurs du pays. Des prix réservés, introuvables ailleurs, une plus-value immédiate et un plan de paiement ultra avantageux, pensé pour faciliter votre achat. Des opportunités uniques, des achats sécurisés, une vision internationale. David Jami Group. Real Estate Opportunities. Vous vivez en Israël ou préparez votre Aliyah? Félicitations. Vous avez un téléphone? Parfait. Téléchargez gratuitement l'appli Olim et découvrez tout ce que nous avons à vous offrir. Prise de rendez-vous médicaux et administratifs, paiement de vos factures, vérification de dettes, traduction instantanée, recommandations de professionnels, suivi de demandes et bien d'autres choses encore. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, notre équipe parle votre langue et vous aide dans toutes vos démarches en Israël, à partir de 99 shekels par mois en illimité et pour toute la famille. Alors n'hésitez plus. Téléchargez l'appli ou contactez-nous. L'art de vivre à Tel Aviv. Wildbox en redéfinit les standards. Wildbox, votre nouvelle adresse en Israël. L'art de vivre à Tel Aviv. Wildbox en redéfinit les standards. Wildbox, votre nouvelle adresse en Israël.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Merci à ceux qui sont restés pour cette seconde partie de Regard Croisé. L'actualité, ce n'est pas uniquement les informations dans les médias dits classiques, c'est aussi ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Info ou intox, certaines publications attirent plus de réactions que d'autres. Et pour commenter ces phénomènes, j'accueille en plateau l'influenceuse Justine Véran, plus connue sous le nom de Justine in Israël. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Avec plaisir, merci d'avoir accepté notre invitation. Chani est toujours avec nous. Rebonsoir, Chani Bidalia. Je vais vous donner la parole dans un instant parce que vous avez scruté pour nous les réseaux sociaux. Mais tout d'abord, Justine, vous avez choisi de mettre en avant cette semaine l'un de vos posts. Je vous propose de regarder un extrait. Vous allez voir, il y a de la pépite. Aujourd'hui, on va répondre à mes commentaires méchants. Félicitations, la colonialiste, tu veux un award. Attends, ne bouge pas. C'est déjà fait. Voilà, ça c'est pour mon travail contre l'antisémitisme. Voilà, j'ai eu pendant un gala. Et puis ça, c'est une photo de moi à Matignon. J'ai été invitée par le Premier ministre, voilà, pour toujours mon travail contre l'antisémitisme. Et sinon, toi, tu fais quoi dans la vie? Ton sale gros nez de Youpin là. Franchement, objectivement, les gars, il est beau mon nez quand même. Puis les clichés là sur les nez et tout ça, franchement, c'était à la mode en 1945, faut se mettre à la page. Alors Justine, pourquoi avoir choisi cette vidéo-là précisément? Tout simplement parce qu'on a fait les commémorations de Yom HaShoah la semaine dernière et pour montrer que l'antisémitisme, c'est toujours un sujet qui est très actuel et c'est pas quelque chose qui appartient au passé, c'est quelque chose dont je suis victime tous les jours et je suis pas la seule. Alors bon, ce qui est ironique dans ma situation, c'est que je ne suis pas juive, mais étant donné que je défends Israël, étant donné que je défends la communauté juive, j'ai aussi le droit à ça. Et malheureusement, l'antisémitisme tue et l'antisémitisme commence pas en fait avec des camps de concentration. Ça commence par l'exclusion des Juifs, ça commence par des insultes, ça commence par des paroles en fait qui sont tolérées dans l'espace public alors que ça ne devrait pas l'être. Et moi, concernant les messages que je reçois, alors il y a cette nouvelle forme d'antisémitisme qui se traduit par de l'antisionisme. En fait, on va remplacer le mot juif par israélien ou sioniste. Mais il y a également des gens qui se permettent d'être ouvertement antisémites, comme on peut le voir dans la vidéo, donc c'est des sales juifs, des gros nez de Youpin par exemple. Donc, Et alors c'est rigolo parce que vous faites traiter de sales juives, de Youpin, etc. Alors que quand j'ai posté l'une ou l'autre vidéo, moi on me traite de sale polonaise, je savais pas que c'était une insulte, ou de non-juive parce que je ressemble pas à une sémite, donc je suis ni sémite ni juive. Enfin bon bref, donc on inverse parfois aussi, c'est aussi considéré comme l'antisémitisme sur les réseaux. Mais je l'ai eu aussi dans la vidéo, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui m'écrit tu ressembles à une Polaque, c'est le terme qu'il utilise, un pas polonais, Polaque. Ah, j'ai voulu adoucir un peu, voilà, vous avez raison. C'est ce que lui utilise, en quoi tu ressembles à une juive. Bon, en effet, moi, je n'ai pas l'archétype d'une personne juive, mais j'ai des origines flamandes. Mais ce sont des personnes qui sont vraiment ignorantes parce que finalement, ils s'attendent à ce qu'au Moyen-Orient, tout le monde ressemble à des Arabes, sauf que Israël, c'est dans la région lévantine. Et par exemple, quand on va au Liban, on voit bien que les gens ont des profils plutôt méditerranéens. Effectivement. Alors, il est temps à présent de passer au top 3 d'i24 News. On y va. Chani, vous avez donc sélectionné pour nous les 3 publications qui ont fait le plus parler d'elles sur i24 News. C'est bien le top 3 i24 News. Alors, en 3e place du podium, on a l'interview de Olivier Rafovitch, le porte-parole de Tzahal, francophone de Tzahal. Exactement, c'est une vidéo lors de son passage sur notre antenne il y a quelques jours à l'occasion de Yom HaZikaron où il explique justement toute la politique sécuritaire d'Israël face aux terroristes. Et il y a une phrase en particulier qui a été choisie par la rédaction d'i24 News sur les réseaux. Voilà, je vous la lis. Une grand-mère palestinienne cousait un gilet explosif pour son petit-fils afin qu'il aille à la mort. Et lorsque des terroristes sont éliminés ou sont explosés, ils deviennent des martyrs considérés comme des héros. Derrière ce buzz, il a expliqué aussi sur tous les efforts qui sont déployés par Israël dans cette lutte antiterroriste pour déjouer tout attentat ou justement tentative d'attentat. Je vous propose de regarder un extrait de cette interview. Et dans le cadre d'attentats, entre guillemets, ce qu'on appelle de loups solitaires, je n'aime pas ce terme parce que il y a tout un appareil qui accompagne, qui enveloppe. C'est au niveau idéologique. Moi, j'ai connu, par exemple, des grands-mères, n'est-ce pas, qui cousaient le gilet explosif à leur petit-fils pour qu'il aille à la mort. Je répète, une grand-mère palestinienne qui cousait un gilet explosif à son petit-fils pour qu'il aille à la mort.
Voilà, alors Justine, on voit que ces déclarations sur i24 News de Olivier Rafovitch, le porte-parole de Tzahal, ces déclarations ont beaucoup marqué les réseaux sociaux. Comment on explique ce qui peut marcher, ce qui ne marche pas? Tout d'abord, il y a l'algorithme, c'est-à-dire que si demain vous créez un compte TikTok et qu'il va vous suggérer différentes vidéos et que, par exemple, vous restez 3 secondes de plus sur une vidéo pro-palestinienne plutôt que sur une vidéo pro-israélienne, eh bien, il ne va finir que par vous proposer du contenu pro-palestinien. Et évidemment qu'il y a une course aux vues, il y a une course aux likes. Et donc, au plus les discours sont forts, au plus on suscite des émotions, au plus ça fonctionne. Moi, je le vois aussi sur mon contenu où c'est vrai que la vidéo sur l'antisémitisme que j'ai faite, je savais qu'elle allait fonctionner parce que c'est quelque chose qui touche. Ça marche mieux que, par exemple, si je parle de nourriture israélienne. Ça, c'est un fait. Ah, pourtant, ça marche bien, la nourriture. Chani, sur la deuxième marche du podium, un post qui parle de l'Aliyah, c'est l'immigration des Juifs en Israël, britannique, oui, plus particulièrement. C'est un post qu'on va voir s'afficher à l'écran qui a comptabilisé plus de 1300 likes sur notre page Instagram. Donc, c'est l'immigration des Juifs britanniques qui a atteint un niveau inédit depuis près de 40 ans. On note 742 personnes qui ont fait leur Aliyah en 2025. Donc, c'est le chiffre le plus élevé depuis le milieu des années 80. C'est une hausse qui reste assez mesurée puisque depuis 20 ans, entre 400 et 740 départs sont enregistrés chaque année pour ce qui est des Juifs britanniques. Mais un paradoxe, c'est que malgré ces chiffres, eh bien, il y a quand même une large majorité des Juifs britanniques qui continuent de rester au Royaume-Uni et qui affirment qu'ils se sentent en sécurité au Royaume-Uni. Malgré tout, il y a quand même une majeure partie qui affirme que la hausse de l'antisémitisme reste un phénomène inquiétant. On précise quand même que cette enquête-là, elle a été menée avant l'attaque contre la synagogue de Manchester, début octobre 2025. Donc peut-être que début octobre 2025, donc c'est un événement qui pourrait évidemment changer la donne. Dès qu'on dit octobre, on est perturbé, on est octobre 2023 dans la tête. Et enfin, en tête des publications sur i24 News, la statue donnée par l'armée israélienne à la communauté chrétienne du Sud-Liban. Ouais, c'est une place bien méritée, donc au top du podium, puisqu'elle n'a pas fait seulement le buzz sur notre compte X. Il y a d'autres médias qui en ont parlé, plus de 230 000 vues et près de 200 retweets sur notre compte X. Ça s'est passé donc il y a quelques jours au sud du Liban, dans un village chrétien. L'incident qui a suscité une réelle polémique, puisqu'il y a une vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux qui montre un soldat israélien en train de détruire une statue du Christ à l'aide d'un marteau. Les images ont rapidement provoqué l'indignation, donc pas seulement au sein de la communauté chrétienne du Liban, mais aussi à l'international. Et l'armée israélienne a réagi tout d'abord en condamnant fermement cet acte, en affirmant que c'est contraire à ses valeurs, que les soldats impliqués ont été sanctionnés. Et dans la foulée, il y a une nouvelle statue qui a été offerte justement par l'armée israélienne à la communauté chrétienne du village en signe de réparation. Et c'est cette image justement qui a créé le buzz sur notre antenne. Malgré tout, on précise quand même que ça n'a pas réussi à éteindre le feu des critiques à l'international sur cet acte. Oui, alors justement, Justine, on voit sur les réseaux sociaux, il y a évidemment cette vidéo du soldat qui a fait polémique, à juste titre, y compris en Israël, où cet acte a été lourdement condamné aussi par la population, la société israélienne. Mais on voit aussi que sur les réseaux sociaux, comme dans les médias mainstream, on ne parle pas des soldats israéliens qui ont donc été retrouvés, condamnés, et le geste aussi d'Israël et de l'armée israélienne pour tenter de rétablir de nouveau la justice finalement auprès de cette communauté chrétienne. On le voit pas, je pense, parce que ça brise une narrative. Le cerveau humain, il est fait d'une telle manière qu'on est un animal grégaire, premièrement. Donc on a besoin d'appartenir à une majorité, à un groupe. Et en plus de ça, on a tous des narratifs dans nos têtes. Et les briser, se dire que on n'a peut-être pas eu raison jusqu'au bout, qu'on a peut-être des torts, c'est compliqué. Donc, en effet, de montrer cette vidéo du soldat israélien, ça a vraiment fait le buzz et ça jouait dans la narrative pro-palestinienne. Par contre, montrer que oui, c'est un acte qui est isolé parce que, moi, mon troisième prénom, c'est Christiane et jusqu'à preuve du contraire, je vis très paisiblement en Israël. Je me sens pas menacée. Et ce sont des choses qu'on ne montre pas tout simplement parce que ça ne va pas avec la narrative qui est en vogue à l'heure actuelle. Et c'est quelque chose que je reproche pas mal au journalisme moderne, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans les faits, ils ne traitent pas les faits de manière égale, ils essayent de convaincre. Mais pour moi, c'est pas le métier d'un journaliste. Et malheureusement, les réseaux sociaux y jouent beaucoup parce que, en effet, moi, mon travail, c'est pas de faire un travail de journaliste. Je prétends pas être journaliste. Mon travail, c'est de montrer un petit peu ma réalité. Donc, je prétends pas être neutre, mais j'essaye d'être juste. Cela dit, il y a beaucoup de gens qui utilisent les réseaux sociaux. N'importe qui peut poster une vidéo, écrire n'importe quoi et ça peut faire des millions de vues.
Ouais, alors justement, là, c'est une vidéo qui a été confirmée, malheureusement authentifiée. Sont bien donc un soldat israélien qui est détruit, un autre qui filme la scène et qui le diffuse ensuite sur les réseaux sociaux. Et il y a aussi les fakes. Des vidéos qui finalement n'ont jamais existé, qui sont loin d'être la réalité. Et là encore, malgré certaines incohérences, ces vidéos-là, elles marchent, je pense notamment à cette vidéo d'enfants palestiniens dans la neige, dans la bande de Gaza, actuellement, alors qu'il fait 25 degrés dehors. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant, mais ce dont il faut se rendre compte, c'est aussi l'ignorance des gens. La haine, elle est principalement motivée par de l'ignorance, parce que si les gens s'étaient vraiment intéressés au conflit israélo-palestinien dans le fond et non pas uniquement sur la forme, premièrement, ils sauraient où placer Gaza sur une carte et ils se rendraient bien compte que oui, à Gaza, il n'y a pas de neige. C'est plat, à la rigueur un peu vallonné, c'est très au sud, c'est au Moyen-Orient. Et c'est un problème. Et aujourd'hui, il y a de l'utilisation de l'IA. Par exemple, on m'a dit oui, Tel Aviv est totalement détruit. J'avais fait une vidéo à ce sujet-là, où moi, je suis allée me balader à Tel Aviv en disant non, ça c'est Tel Aviv. Alors évidemment qu'il y a eu des bâtiments touchés, ça reste une réalité. Mais de là à dire que la ville entière a été rasée, c'est quand même vraiment grossir le trait. Et une fois de plus, certains journalistes font pas leur travail. Par exemple, j'ai entendu des mots qui disaient des quartiers rasés à Tel Aviv. Il n'y a jamais eu un quartier rasé à Tel Aviv. Il y a eu des bâtiments touchés. Parfois, il y a eu un périmètre avec des dégâts sur 500 mètres, 1 kilomètre. On parle de fenêtres cassées, de 3 bâtiments détruits. C'est pas un quartier rasé. Oui, effectivement. Et puis, le nombre de victimes est quand même très bas par rapport à l'attaque. Et ça, non plus, c'est pas évidemment sur les réseaux sociaux, c'est un instant T et souvent sorti du contexte. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, nous ne sommes évidemment pas sectaires sur i24 News. D'autres publications ont fait le buzz cette semaine. On en parle dans Tendance Réseau. Alors, Chani, la publication qui a fait beaucoup de bruit ces derniers jours, c'est cette image du grand rabbin séfarade d'Israël à la cérémonie de Yom HaAtzmaut, la fête de l'indépendance, sauf que ce n'est pas le grand rabbin. En effet, c'est une image qui a beaucoup semé la confusion. Ça s'est passé mardi soir lors de les cérémonies d'allumage des torches pour Yom HaAtzmaut. Donc, c'était à Jérusalem. Les caméras s'attardent sur un homme qui était assis dans le public. Donc, on le voit avec une longue barbe, une robe noire brodée et le turban aussi traditionnel. Tout laisse à penser qu'il s'agit du grand rabbin séfarade d'Israël, David Yosef, sauf qu'en réalité, pas du tout. L'homme en question s'appelle Eyal Tseonov. C'est une personnalité des réseaux sociaux qui est suivie par près de 2000 abonnés, qui s'est fait remarquer justement ces dernières semaines pour ses apparitions publiques, dans cette même tenue. Et pendant la cérémonie, certains spectateurs s'approchent de lui et vont jusqu'à lui demander une bénédiction. La confusion était très importante et en réalité, le rabbin David Yosef n'était pas présent ce soir-là. Selon son entourage, eh bien, il avait décliné l'invitation pour des raisons de santé. Et quant à Eyal Tseonov, c'est pas une première, parce que certaines de ses apparitions ont créé une vive polémique qui s'est récemment rendue sur le mont du Temple, toujours vêtu de la même manière. Évidemment, on sait que pour des raisons religieuses, beaucoup évitent de se rendre sur le mont du Temple. C'est justement ça qui a créé la confusion. Il a également été aperçu lors d'un rassemblement politique en soutien au ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir. Là encore, ça a créé la polémique. Et c'est pas seulement de la provocation, puisque sur les réseaux sociaux, lui-même se fait appeler, il se présente comme le Messie. Et pour ce qui est du soir de Yom HaAtzmaut, les autorités affirment qu'il n'y a pas eu de problème, qu'il n'y a pas eu de faille de sécurité. Le Shin Bet indique qu'il avait été identifié à son arrivée comme une personnalité d'Internet et il a été contrôlé comme tous les invités. Donc il n'y a pas eu de confusion au niveau des services de sécurité. Alors je voudrais, Justine, qu'on revoie, si c'est possible en régie, de revoir l'image à Yom HaAtzmaut, donc la célébration de l'indépendance d'Israël. Donc là, c'est la photo. Si on peut voir l'image où on le voit. Voilà, on le voit. Alors il y a évidemment ces personnalités druzes aussi qui sont assises. Ça prête effectivement en confusion. Les gens viennent demander la bénédiction. C'est le propre du TikToker de faire le buzz, on imagine. Mais est-ce que c'est, comment dire, c'est une telle créativité que ça marche vraiment dans la réalité? Les gens l'ont pris pour le grand rabbin d'Israël. Je ne sais pas si le but de chaque TikToker, c'est de vraiment faire le buzz. Je pense qu'il y a aussi des gens qui ont juste envie de partager certaines choses. Après, il y a des blagues qui vont un peu loin aussi. Je pense qu'il faut savoir mettre des limites, tout simplement, entre ce qui est acceptable de faire, pas acceptable de faire. Bon, en revanche, il s'est déguisé en grand rabbin, ça n'a causé de tort à personne.
Donc pourquoi pas, moi je trouve que c'est plutôt drôle. Oui, c'est drôle. Et puis, bon, voilà, ça attire un peu l'attention. Mais c'est pas le seul à avoir attiré l'attention ce soir-là. Shani, il y a même une jeune femme, une soldate, qui a volé la vedette à tout le monde. Oui, ça s'est passé pendant la même cérémonie. Et c'est un autre visage donc, qui a capté l'attention. Cette fois, sans ambiguïté, c'était bien une soldate qui s'appelle Oren Metsuyanim. Elle est sergent-chef, elle a 21 ans. Elle est soldate seule en Israël. En réalité, elle vient du Honduras. Elle est née en Israël et ensuite elle a grandi à l'étranger. Donc elle faisait simplement partie de la rangée des porteurs de drapeaux. Et quelques secondes à l'écran et sur les réseaux sociaux, eh bien, les réactions se sont enchaînées très vite et elle devient l'un des visages les plus commentés de la soirée. Et derrière cette soudaine notoriété, il y a un parcours qui est bien plus discret. Comme je l'ai dit, elle est née en Israël, elle a ensuite déménagé, elle a grandi à l'étranger et elle est revenue à 16 ans pour passer son bac et pour ensuite s'engager dans l'armée. Donc elle est engagée dans l'armée de terre où elle travaille au sein du département des sciences du comportement. Depuis la cérémonie, eh bien, son compte Instagram a explosé, il a franchi en quelques heures le seuil de plus de 15 000 abonnés. Elle a reçu énormément de messages, de compliments, pas seulement des hommes, mais également des femmes. Elle a été très sollicitée et donc on voit que l'emballement a été rapide. Elle reconnaît qu'elle n'a pas été préparée à cet emballement. Elle dit même, on m'a souvent dit dans ma famille que j'étais très belle, mais je ne m'attendais pas à ce que l'attention soit focalisée sur moi. Et celui qui n'a pas perdu de temps, eh bien, c'est un homme qui s'appelle Roberto Benchouchan qui l'a déjà contacté. Alors on précise que c'est l'agent des grandes stars, parmi lesquelles Noah Kirel. Il l'a contacté. Ils ont prévu normalement une rencontre très prochainement. Donc, peut-être qu'il y aura une carrière très prometteuse dans l'industrie du divertissement pour Oren Metsuyanim. Ouais, Justine, on voit ces visages de ces personnes qui sont en arrière-plan finalement et qui prennent tout d'un coup les projecteurs, qui attirent les caméras et qui marchent très bien sur les réseaux sociaux sans en avoir l'intention. On se rappelle par exemple de la barista avec Benjamin Netanyahou qui est devenu la star. Elle a volé la vedette aussi au Premier ministre israélien. Et c'est uniquement la beauté ou c'est aussi une présence, peut-être une aura? Je ne sais pas comment expliquer ça. Je pense honnêtement qu'il y a un petit peu de tout. Je pense qu'en effet, avoir un physique avantageux, ça peut aider. En revanche, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que des gens beaux sur les réseaux sociaux. Ça dépend de ce qu'on fait. En fait, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont parler de sujets scientifiques, par exemple, qui sont très sérieux. Donc, il y a des chercheurs qui se mettent sur les réseaux sociaux. On voit des hommes politiques. Aujourd'hui, Macron, il y a un compte qui est très suivi en France. Il y a des gens qui vont faire de la danse du ventre, qui vont faire des vidéos playback. Donc, en fait, on y retrouve un petit peu de tout. Mais je pense que bien passer à l'écran, ça peut être avantageux. Au même titre qu'on choisit aussi des acteurs parce qu'ils sont beaux. Même les journalistes qui passent mieux à l'écran, en général, ont peut-être plus de chances d'être embauchés ou de faire de meilleures carrières. Chani, on voit là, c'est des jeunes filles aussi. C'est la jeunesse qui plaît aussi sur les réseaux sociaux. Deux jeunes filles, je parle de la barista et de cette jeune soldate israélienne dont les Israéliens ne savaient rien et qui est devenue tout d'un coup célèbre. D'ailleurs, la barista, c'est même en dehors d'Israël, puisque c'était une vidéo destinée à l'international de Benjamin Netanyahou. Alors, pour le cas de la barista, elle-même, elle ne s'attendait pas à faire, on va dire, un petit peu le buzz. Elle a signé d'ailleurs, je crois, un contrat maintenant de mannequinat. Eh bien, je crois que c'est justement comme d'ailleurs Oren Metsuyanim. Eh bien, pareil, il y a aussi un autre agent, et cette fois un agent de mannequin qui l'a contacté pour lui proposer justement de signer un contrat. Mais elle non plus, elle ne s'attendait pas du tout à faire le buzz. Elle a été prise en arrière-plan alors que Benjamin Netanyahou était en train de siroter son café. Il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux qui ont dit non, c'est un fake, pas du tout. Cette vidéo, elle a été créée par l'intelligence artificielle. On précise que non, pas du tout. Et d'ailleurs, la barista a fait une vidéo après pour dire non, je suis bien réelle. Et Benjamin Netanyahou n'a pas créé cette vidéo par l'intelligence artificielle, bien au contraire. Ouais, voilà. Et qu'elle y travaillait vraiment pour le. Elle travaillait vraiment, c'était pas un mannequin ou une actrice. Allez, il est temps de retrouver l'un ou l'une des auteurs, autrices des publications qui marchent justement sur les réseaux sociaux. C'est le buzz de fin. Et nous sommes en ligne avec Anna Azout. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous vous définissez comme une maman influenceuse. Vous avez plus de 159 000 followers. C'est important quand même de le souligner. Avant de vous donner la parole, je vous propose que l'on regarde des extraits de vos vidéos pour faire un peu mieux connaître pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Regardez. Il n'y a pas de problème. Ok les maris, petite mise au point sur comment vous comporter avec les femmes. J'ai remarqué du laisser aller. Règle numéro 1. Si tu demandes à ta femme qu'est-ce que t'as et qu'elle te répond rien, qu'est-ce que tu comprends ? Ça veut dire qu'elle a quelque chose, donc je la laisse pas seule dans son coin. Je prends le temps de communiquer avec elle. Aujourd'hui, on va savoir si je suis une maman toxique ou pas. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que tu me sors? Tu dois terminer mes phrases.
Maman, elle est vraiment... Gentille. C'est vrai? Oui. Dans cette maison, c'est... C'est le carnage. C'est pas le carnage dans cette maison. Et mon ex, parce que tu ne sais pas dans quelle classe sont tes enfants. Bien sûr que je sais dans quelle classe ils sont mes enfants. Vas-y, dans quelle classe, Liam? Au CP. Elle passe en maternelle. C'est mon ex parce que tu m'as viré de la maison. À toi? À moi? À moi, si tu veux. Je crois que t'allais avoir des idées. Anna, je crois que si vous faisiez une vidéo que de votre rire et celui de votre ex-mari, ça marcherait tout aussi bien. Parce que nous, on rigole bien là sur le plateau. Merci. Anna, on va évidemment parler de votre ex-mari. Hein. C'est le débat récurrent sur vos réseaux. Je me fais arrêter que pour lui-même. Voilà. Mais avant, comment est-ce qu'on décide de devenir une maman influenceuse, comme vous vous appelez, mettre quelque part aussi en scène vos enfants, faire vivre le quotidien, le vôtre, celui de votre ex-mari, vos frères, vos sœurs et vos enfants? Au début, c'était pas prévu, c'est arrivé un peu naturellement. Et puis après, je me suis dit pourquoi pas me servir de cette notoriété entre guillemets sur les réseaux pour envoyer des messages par rapport aux mamans, les mamans qui éduquent leurs enfants, faire d'eux les futurs maris de demain. Faire passer des messages aussi à toutes les femmes qui ont divorcé et qui m'envoient des messages pour me dire que c'est assez catastrophique comme situation, qu'elles ont peur et que voir mes vidéos, parfois ça leur redonne un peu d'espoir. Donc c'est surtout ça le plus important pour moi aujourd'hui, c'est de se servir des réseaux pour pouvoir passer le maximum de messages positifs et bienveillants. Alors justement, vous partagez beaucoup de votre vie, des séquences pédagogiques, vous venez de le dire, vous filmez des vidéos aussi de pranks, j'ai appris ce mot, donc des blagues que vous faites à votre entourage, mais vous partagez aussi des moments... Personne ne le croit. non, en même temps, si vous les publiez après sur les réseaux, on ne peut pas vous croire. Mais il y a aussi des moments plus difficiles, notamment les deuils récents qui vous ont frappé. C'est important pour vous de partager et ce qui est drôle et ce qui l'est moins? C'est très important pour moi de partager la vraie vie. Parfois, on me voit rigoler et c'est important aussi pour moi de dire que voilà, je rigole, mais il y a des choses aussi derrière qui se passent et qui sont pas très très drôles. Mais ça donne aussi beaucoup de force aux gens qui traversent aussi les mêmes épreuves, de dire voilà, j'ai eu quelque chose, mais on va continuer à avancer, on va se battre et on va pas se laisser aller. Et puis la vie continue tout simplement. Une dernière question, puis on passera à votre ex-mari, si vous le voulez bien. Évidemment, il n'est pas facile, on le sait, surtout depuis le 7 octobre, d'être juif, notamment en France, sur les réseaux sociaux. Vous êtes exposé, vous vous exposez vous-même à des propos antisémites. Ça va, vous arrivez à gérer? Honnêtement, j'ai pas, moi en tout cas sur ma page, je n'ai pas de propos antisémites. Moi, j'habite en banlieue, j'habite à Sarcelles et j'ai grandi avec des personnes de couleur, des personnes musulmanes, des personnes juives évidemment, des Français. Et honnêtement, même quand je dis que j'habite à Sarcelles, on me dit mais t'as pas l'antisémitisme, t'es pas agressé? Non, honnêtement non. On vit ensemble. Enfin tous ceux qui connaissent Sarcelles savent qu'on vit ensemble et que on s'entend tous très bien en fait. Moi, j'ai pas ça sur mes réseaux. Ah écoutez, tant mieux, ça fait du bien, c'est rafraîchissant d'entendre quelqu'un qui n'a pas ce genre de problème. Bon, alors, votre ex-mari, oui, c'est quoi cette histoire? On y va. C'est quoi cette histoire d'ex-mari? Alors, on dirait que c'est votre mari, mais non. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, ce n'est pas mon mari, nous sommes divorcés depuis 7 ans religieusement et civilement, et depuis, on va dire, 4 ans, on a réussi à trouver, en fait, au début, évidemment, que quand on a divorcé, on avait envie de jouer aux fléchettes avec le visage de l'autre. Mais nous ne l'avons pas fait et nous avons trouvé donc un système pour faire en sorte que les enfants ne comprennent pas le divorce. Par exemple, j'ai amené mon fils chez le psy il n'y a pas très longtemps pour ça, parce que je pensais que c'était le divorce qui l'avait un peu perturbé à l'école. Et la psy, elle m'a dit, mais il n'a même pas compris que vous aviez divorcé, en fait. Alors que, voilà, on est vraiment divorcés. Le plus important, c'est voilà, de montrer aussi que c'est les enfants la priorité. Même si des fois, voilà, on a envie de se taper dessus, mais on le fait pas. Il y a des enfants, on essaye de se tenir bien, de leur montrer l'exemple, que c'est pas parce que on a raté le mariage qu'on peut pas réussir un divorce. Et ça donne beaucoup d'espoir aux gens. Et c'est drôle en même temps. Même nous, ça nous fait rire. Ah oui, non, c'est très drôle. Et vous décidez, quand vous faites une vidéo, est-ce que vous décidez du thème avec les enfants, oui, avec votre mari, ex-mari, pardon. Vous voyez, j'y arrive pas. Avec mon ex-mari, je décide du thème, mais quand je pose la caméra, on bifurque sur un autre thème complètement. Je n'arrive jamais à aller au bout du bon thème. Jamais.
Voilà. Mais bon, c'est pas grave, c'est ce qui est drôle aussi, c'est le fait que ce soit naturel. Et aussi, je peux pas lui demander de dire des choses parce que là, du coup, ce serait pas naturel et ce serait pas lui, ce serait pas drôle. Non, effectivement. En tout cas, merci beaucoup, Anna Azoud, d'avoir partagé. Merci à vous de m'avoir invité. Avec plaisir. Et on vous retrouve sur les réseaux sociaux pour d'autres pranks, blagues, partages. Et la suite des aventures avec votre ex-mari, certains ont lancé des paris que vous alliez revenir ensemble. Donc, je sais pas. On suivra ça de près. Non. On est très bien comme ça. Merci beaucoup. Merci également à vous, Justine Varin, Justine in Israël et Chani Guidalia. C'est la fin de Regard Croisé 3.0. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, à suivre les infos avec Christopher Barolin. N'oubliez pas de prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. Bonne soirée sur iTunes News.